À table, ma sœur a dit, signe l'acte du domaine à 8,5 millions d'euros pour moi. Quand j'ai refusé, maman m'a giflé devant tous, tu n'as pas le choix. Le notaire a murmuré, savez-vous qui a réellement? Silence mortel. Je m'appelle Soline, j'ai 32 ans, et il y a 2 semaines, le son le plus fort que j'ai jamais entendu n'était pas le tic-tac des milliers d'horloges que je répare, ni le tonnerre sur les vignobles de Bordeaux. C'était le bruit sec, violent et humiliant de la main de ma mère s'écrasant sur ma joue. À table, ma sœur Sidonie venait de prononcer ces mots qui glaçaient le sang, signe l'acte de cession du domaine de Valombré. C'est 8,5 millions d'euros, Soline. Tu n'es pas faite pour gérer ça. Signe pour moi. Quand j'ai refusé, ma mère, Odile, s'est levée. Son visage était tordu par une rage que je n'avais jamais vue. La gifle est partie avant que je puisse respirer. Tu n'as pas le choix, fais ce qu'on te dit, a-t-elle hurlé. C'est alors que maître Vernier, le notaire, s'est levé, a ajusté ses lunettes et a murmuré cette phrase qui allait détruire leur monde. Madame, savez-vous qui a réellement écrit ce testament? Si vous m'écoutez depuis un endroit où vous vous sentez en sécurité, ou peut-être depuis un lieu où vous devez cacher votre vraie nature pour survivre, arrêtez-vous un instant. Avant de vous raconter comment une simple horlogère a mis à genoux une dynastie immobilière, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? Est-ce l'heure de la justice? Cette histoire n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est l'histoire de ce qui arrive quand on pousse le « mouton noir » de la famille un peu trop loin. C'est l'histoire de la mécanique implacable de la vérité. Tout a commencé lors de ce fameux dîner, organisé soi-disant pour honorer la mémoire de mon grand-père, Gustave. Mais l'air dans la salle à manger de mes parents, dans le quartier huppé des Chartrons à Bordeaux, n'avait rien de solennel. Il sentait la cire à parquet, le parfum Chanel trop fort de ma mère et, surtout, l'avidité. Je sentais ma joue brûler. La douleur physique n'était rien comparée au choc émotionnel. Ma mère ne m'avait jamais frappée. Elle m'avait ignorée, rabaissée, critiquée, oui. Mais la violence physique? C'était nouveau. C'était le signe de leur désespoir. Je regardais ma sœur, Sidonie. Elle ne semblait pas choquée par le geste de notre mère. Au contraire, elle avait ce petit sourire satisfait, celui qu'elle arborait enfant quand elle cassait mes jouets et que je me faisais gronder pour avoir pleuré. Elle sirotait son vin, attendant que je craque, que je pleure, que je prenne ce stylo et que je signe ma vie. Mais ce qu'elles ignoraient toutes les deux, c'est que le temps joue différemment pour une horlogère. Je ne voyais pas une famille unie. Je voyais un mécanisme grippé, rouillé, prêt à exploser sous la pression d'un ressort trop tendu. Et ce soir-là, le ressort, c'était moi. Le silence qui a suivi la question du notaire était lourd, épais. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis persan. Ma mère, la main encore levée, tremblait. Sidonie a posé son verre. Et moi? Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Mais pour comprendre la jouissance de cet instant, il faut que vous compreniez d'où je viens. Il faut que vous compreniez ce que c'est que d'être l'ombre dans une famille qui ne vit que pour la lumière. Dans ma famille, les rôles ont été distribués avant même ma naissance. Sidonie, mon aînée de 4 ans, était le soleil. Elle était bruyante, charismatique, exigeante. Elle attirait l'attention comme un aimant attire la limaille de fer. Mes parents, Odile et Fabrice, gravitaient autour d'elle, fascinés par son éclat, aveugles à ses brûlures. Moi, Soline, j'étais la lune. Ou plutôt, j'étais l'espace vide entre les étoiles. Calme. Observatrice. Soline est si effacée, disait souvent ma mère à ses amis lors d'étés mondains, avec un soupir théâtral qui suggérait que ma discrétion était une affliction, une maladie honteuse. Sidonie a suivi la voie royale tracée par ma mère, école de commerce, soirée de gala, et une carrière fulgurante d'agent immobilier dans le luxe. Elle vendait du rêve. Elle vendait des villas à des millionnaires russes et des appartements haussmanniens à des émirs. Elle parlait fort, riait fort, et dépensait encore plus fort. Moi? J'ai choisi le silence. J'ai choisi la précision. Je suis devenue horlogère restauratrice. Je passe mes journées courbées sur des établis, une loupe à l'œil, à manipuler des pièces plus fines qu'un cheveu. Je répare le temps que les autres ont brisé. Pour ma mère, c'était une humiliation constante. Une ouvrière, crachait-elle parfois quand elle était en colère.
Ma fille est une ouvrière qui a les mains sales d'huile et de poussière. Elle ne comprenait pas la beauté d'un balancier qui reprend son rythme, la poésie d'un mécanisme qui, après un siècle de sommeil, se remet à chanter. Mon père, Fabrice, était un homme effacé. Il m'aimait bien, je crois, mais il aimait surtout la paix. Et pour avoir la paix avec Odile, il fallait être d'accord avec Odile. Si Odile disait que le ciel était vert, Fabrice admirait la nuance émeraude des nuages. Il m'a appris la lâcheté par l'exemple. Le seul qui me voyait, c'était grand-père Gustave. Gustave n'était pas impressionné par les commissions immobilières de Sidonie ni par les dîners mondains d'Odile. Il aimait le calme. Il possédait le domaine de Valombré, une vaste propriété dans le Périgord noir, en Dordogne. C'était son refuge et c'est devenu le mien. Pendant que Sidonie courait les boutiques à Paris, je passais mes week-ends avec Gustave à Valombré. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Il s'asseyait dans son fauteuil en cuir usé, lisant des livres d'histoire, et je m'installais à la grande table de la bibliothèque pour démonter de vieilles pendules. Tu as le don, Soline, me disait-il souvent, sa voix rocailleuse comme le calcaire de la région. Les gens pensent que le temps est de l'argent. Ils se trompent. Le temps, c'est la vérité. Tout finit par se révéler avec le temps. Je ne savais pas à quel point il avait raison. Je ne savais pas qu'il préparait, pièce par pièce, engrenage par engrenage, le mécanisme qui allait me sauver. Sidonie voyait Valombré comme un tas de vieilles pierres humides. Maman le voyait comme un capital dormant. Moi, je le voyais comme le seul endroit sur Terre où je pouvais respirer sans m'excuser d'exister. Mais Gustave est mort. Et avec sa mort, le fragile équilibre de notre système solaire familial s'est effondré. Les vautours se sont mis à tourner avant même que son corps ne soit froid. 2 semaines après l'enterrement, l'invitation est tombée. Un message formel de ma mère, dîner de famille ce samedi. Présence obligatoire. Maître Vernier sera là pour discuter des formalités. Je savais ce que cela signifiait. Je savais que ce ne serait pas un dîner pour se souvenir de Gustave. Ce serait un conseil d'administration hostile. J'ai garé ma petite voiture d'occasion devant l'imposante maison de mes parents à Bordeaux. La Porsche Cayenne de Sidonie bloquait déjà l'allée, une affirmation territoriale en métal et caoutchouc. En entrant, j'ai été frappé par l'odeur, le rôti de bœuf aux morilles, un plat riche, lourd, qui semblait en désaccord total avec mon estomac noué. Sidonie trônait dans le salon, un verre de Saint-Émilion grand cru à la main. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que tout mon équipement d'horlogerie. « Ah, Soline » a-t-elle lancé sans se lever. « Tu es en retard. Comme toujours, tu vis dans ton propre fuseau horaire. » Maître Vernier, le notaire de famille depuis 30 ans, était assis dans un coin. C'était un homme sec, précis, aux gestes économes. Il m'a adressé un hochement de tête imperceptible, presque complice, qui m'a surprise. D'habitude, il était aussi neutre qu'une horloge suisse. Nous sommes passés à table. Mon père servait le vin, les mains légèrement tremblantes. Ma mère dirigeait la conversation comme un chef d'orchestre hystérique, parlant de tout sauf de son père mort. Au dessert, Sidonie a posé sa serviette et a sorti un dossier épais de son sac à main de luxe. Elle a fait glisser sur la nappe en damassé blanc jusqu'à moi. Bon, assez de politesse, a-t-elle dit, sa voix changeant de registre, passant du social au commercial. Parlons affaires. Soline, nous avons une opportunité incroyable. J'ai un investisseur britannique prêt à acheter Valombré. Il veut en faire un golf resort et spa de luxe. L'offre est sur la table, 8,5 millions d'euros. Elle a souri, un sourire de requin qui a senti le sang. C'est une ruine, ce domaine. L'entretien va te ruiner. Les taxes vont t'étouffer. Maman et moi avons discuté. Pour protéger le patrimoine familial, le plus sage est de vendre maintenant. Elle a tapoté le dossier. J'ai fait préparer l'acte de cession. Tu me cèdes tes droits sur la propriété, je gère la vente, je m'occupe de toute la paperasse complexe que tu ne comprendrais pas, et on partage le profit. Moi mes commissions de gestion et de vente, bien sûr. Je regardais le dossier. 8,5 millions. C'était une somme astronomique. Mais Valombré n'était pas à vendre. C'était la maison de Gustave. C'étaient ses livres, ses arbres, son âme. Je ne vends pas, ai-je dit doucement.
Sidonie a ri, un rire sec et cassant. Ne sois pas ridicule. Tu es horlogère, Soline. Tu gagnes quoi? Le SMIC amélioré? Tu ne peux même pas payer le chauffage de ce château. Tu vas le laisser pourrir. C'est égoïste. Je ne vends pas, ai-je répété, plus fort cette fois. Ma mère est intervenue, sa voix mielleuse mais toxique. Chérie, écoute ta sœur. Elle est experte. Elle sait ce qui est bon pour nous. Tu as toujours été peu pragmatique. Laisse les grandes personnes gérer l'argent. Signe. Non. Le mot a claqué comme un coup de fouet. C'était la première fois que je disais non à ce dieu infernal. L'atmosphère a changé instantanément. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. C'est là que la masque est tombée. Ma mère s'est levée brusquement, faisant vaciller les verres en cristal. Tu es une petite ingrate égoïste, a-t-elle crié, son visage passant du maquillage parfait à une grimace de fureur pure. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On essaie de te sauver de ta propre médiocrité. Sidonie s'est levée aussi, menaçante. Tu vas signer ce putain de papier, Soline. Papa et maman ont besoin de cet argent pour leur retraite. J'ai besoin de liquidités pour mes projets. Tu n'as pas le droit de bloquer toute la famille par caprice. Ce n'est pas un caprice, ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement mais mes mains restant fermement posées sur la table. C'est la volonté de grand-père. Il voulait que Valombré reste dans la famille. Pas qu'il devienne un hôtel pour touristes riches. Il était sénile, a hurlé ma mère. Elle a contourné la table, s'approchant de moi. Il ne savait plus ce qu'il disait à la fin. Tu as profité de sa faiblesse. Tu lui as monté la tête contre nous. Elle était maintenant juste devant moi. Je pouvais sentir son haleine chargée de vin. Tu n'es rien, Soline. Tu n'es qu'une petite exécutante. Alors exécute. Signe. J'ai levé les yeux vers elle. Non. Clac. La gifle m'a fait tourner la tête. La douleur a irradié dans ma mâchoire. J'ai porté la main à ma joue, stupéfaite. Mon père a émis un petit bruit étouffé, mais il est resté assis, les yeux rivés sur son assiette. Tu n'as pas le choix, a sifflé ma mère. Fais ce qu'on te dit. C'est à ce moment précis, dans ce silence post-traumatique, que Maître Vernier s'est raclé la gorge. Il s'est levé lentement, avec une dignité qui contrastait violemment avec l'hystérie ambiante. Madame, a-t-il dit d'une voix calme mais qui portait comme un marteau de juge. Je vous conseille de vous rasseoir. Immédiatement. Ma mère s'est retournée vers lui, surprise par le ton autoritaire. C'est une affaire de famille, maître. Elle doit obéir. C'est une affaire légale, madame, a répondu le notaire. Il a ouvert sa serviette en cuir et en a sorti un document unique, jauni par le temps. Il m'a regardé, puis a fixé ma mère droit dans les yeux. Vous prétendez que monsieur Gustave était sénile? Qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Qu'il a été manipulé? Il a marqué une pause théâtrale. Madame Odile, savez-vous qui a réellement écrit ce testament? Je ne parle pas de la signature. Je parle de la main qui a tenu le stylo pour rédiger chaque ligne des dernières volontés de votre père? Ma mère a balbutié. Eh bien, vous? Son secrétaire? Qu'importe? Non, a dit Maître Vernier. Gustave souffrait d'un début de Parkinson. Sa main tremblait trop pour écrire de longs textes lisibles. Mais son esprit était plus affûté qu'une lame de rasoir. Il a dicté ce testament. Et la personne qui l'a écrit, mot pour mot, sous sa dictée, c'est Soline. Sidonie a éclaté de rire. Voilà. C'est la preuve. Elle l'a écrit elle-même. Conflit d'intérêts. C'est nul et non avenu. Au contraire, a coupé le notaire, glacial. C'est un testament holographe assisté, parfaitement légal, car j'étais présent comme témoin, ainsi qu'un deuxième témoin indépendant. Mais ce que vous ignorez, c'est ce que Gustave a dicté concernant vos parts. Je dois vous poser la question. Si votre mère vous giflait devant tout le monde pour vous forcer à donner votre héritage à votre sœur riche, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous signé pour avoir la paix, ou auriez-vous tenu bon au risque de tout perdre?
dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir si je suis la seule à avoir ressenti cette rage froide. La suite allait leur couper le souffle bien plus violemment que n'importe quelle gifle. Maître Vernier a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Sa voix était monotone, mais chaque mot était une bombe. En France, la loi protège les héritiers réservataires. On ne peut pas déshériter totalement ses enfants. Cependant, il a levé les yeux vers Sidonie. Gustave a tenu une comptabilité méticuleuse. Sidonie, depuis 10 ans, votre grand-père a épongé les dettes de vos 3 sociétés immobilières successives. Il a payé pour votre appartement à Paris. Il a payé pour vos voitures. Il a sorti une liasse de relevés bancaires. Le total des sommes versées s'élève à 4,2 millions d'euros. Gustave a classé ces sommes comme avancement douarie, une avance sur héritage. Sidonie a blêmi. Son verre de vin tremblait dans sa main. En conséquence, a poursuivi le notaire, impitoyable, la part de réserve héréditaire de mademoiselle Sidonie a déjà été intégralement versée, et même dépassée. Elle ne doit rien rembourser, par générosité de feu monsieur Gustave, mais elle ne peut plus rien réclamer sur le reste de la succession. Il s'est tourné vers ma mère. Quant à vous, madame Odile, Gustave vous a légué l'usufruit d'un petit appartement à Nice et une rente mensuelle. Mais le domaine de Valombré, dans sa totalité, pleine propriété, revient à Soline. C'est impossible, a crié Sidonie. Je vais attaquer. Je vais traîner ça en justice pendant des années. Je vais te ruiner en frais d'avocat, Soline. Tu n'auras jamais les moyens de te défendre. C'est là que Maître Vernier a abattu sa dernière carte. Il a souri, un sourire fin et dangereux. Gustave avait anticipé votre réaction, Sidonie. Il connaissait votre tempérament, litigieux. C'est pourquoi le testament inclut la création d'un fonds bloqué de 200 000 euros, disponible immédiatement pour Soline, dédié exclusivement à ses frais de défense juridique en cas de contestation de la part de sa famille. Il a refermé le dossier avec un bruit sec. En d'autres termes, Sidonie, si vous attaquez votre sœur, vous le ferez avec votre propre argent que vous n'avez plus, si j'en crois les créanciers qui appellent mon étude alors que Soline se défendra avec l'argent de son grand-père. Il y eut un dernier détail. Ah, et Gustave a laissé une clause spécifique. Sidonie, il vous lègue sa collection de montres anciennes, celles qui sont cassées. Il a dit, je cite, « Peut-être qu'en essayant de les réparer, elle apprendra la valeur de la patience. » L'humiliation était totale. Parfaite. Chirurgicale. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, pleurant non pas de tristesse, mais de rage impuissante. Mon père regardait ses chaussures, incapable de soutenir mon regard. Sidonie était figée, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. Je me suis levée. Ma joue me lançait toujours, mais je me sentais plus grande de 3 mètres. J'ai pris mon sac à main. Je crois que nous avons fini, ai-je dit. Ma voix était calme, trop calme. C'était la voix de quelqu'un qui vient de voir un mécanisme se briser définitivement. Je suis sortie sans me retourner, laissant derrière moi le chaos, les pleurs et l'odeur rance de leur défaite. Mais je ne savais pas encore que la bête blessée est la plus dangereuse. J'ai conduit jusqu'à mon petit appartement dans le quartier Saint-Michel. Mes mains tremblaient sur le volant. L'adrénaline retombait, laissant place à une nausée profonde. J'avais gagné, oui. Mais à quel prix? Je venais de perdre ma famille. Aussi toxiques soient-ils, ils étaient les seuls que j'avais. À peine avais-je franchi la porte de chez moi que mon téléphone a commencé à vibrer. 1 fois. 10 fois. 100 fois. C'était une avalanche. Des textos de ma mère, petite garce ingrate. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu vas nous laisser mourir de faim? Ton père est dévasté. Reviens et signe, on peut encore arranger ça. Puis, le ton a changé. Sidonie est passée à l'attaque. Mais pas directement sur moi. Elle a attaqué ma réputation. Une notification Facebook a popé. Sidonie avait posté un long statut larmoyant, le cœur brisé. Attention aux personnes qui s'occupent de vos aînés vulnérables. Parfois, même la famille la plus proche peut manipuler un grand-père malade pour détourner l'héritage. Triste monde où les artisans honnêtes se révèlent être des voleurs d'héritage. #tragédie familiale #justice pour Gustave.
Les commentaires commençaient déjà à affluer. Les amis de Sidonie, ses collègues de l'immobilier, des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Les singes volants, comme on dit en psychologie. Quelle horreur! Courage Sidonie. C'est honteux, on devrait lui retirer sa licence d'horlogère. Je savais qu'elle était bizarre, toujours dans son coin. Je me sentais sale. Violée dans mon intégrité. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai jeté sur le canapé comme s'il était brûlant. Je ne pouvais pas rester ici. Bordeaux était leur terrain de jeu. Ils avaient le réseau, les amis, la voix forte. Ici, j'étais cernée. J'ai regardé ma valise, celle que je n'avais pas encore défaite après l'enterrement. J'ai pris une décision impulsive, vitale. Je ne passerai pas la nuit à Bordeaux. J'ai attrapé mon manteau, mon kit d'outils d'horlogerie, je ne voyageais jamais sans lui, c'était mon ancre, et je suis redescendue. Il était 23 heures. La route vers le Périgord noir serait sombre et sinueuse, mais au bout, il y avait Valombré. Ma forteresse. Je ne fuyais pas. Je changeais de champ de bataille. La route a duré 2 heures et demie, mais j'avais l'impression de traverser une éternité. J'ai laissé derrière moi les lumières de la ville et les vignobles ordonnés pour m'enfoncer dans les forêts denses de la Dordogne. Ici, les arbres semblaient se pencher sur la route pour me protéger, ou peut-être pour me cacher. Quand je suis arrivé devant la grille en fer forgé de Valombré, il était près de 2 heures du matin. La lune éclairait les tours du manoir, projetant des ombres longues et mystérieuses sur l'allée de gravier. Je suis sorti de la voiture pour ouvrir le cadenas, mais quelqu'un était déjà là. Une silhouette se détachait dans l'obscurité, une lanterne à la main. Mon cœur a bondi. Mademoiselle Soline, a dit une voix grave et familière. C'était Hassan. L'intendant du domaine depuis 40 ans. Un homme d'origine marocaine, aux yeux aussi anciens que la terre elle-même. Il avait servi Gustave avec une loyauté sans faille, et il avait toujours été plus un oncle pour moi que mon propre père. Hassan. Je ne vous ai pas prévenu, je suis désolé, ai-je balbutié, épuisé. Il a ouvert la grille sans un mot, puis s'est approché. À la lueur de la lanterne, il a vu ma joue rouge et mes yeux gonflés. Il n'a posé aucune question. Il savait. Les nouvelles vont vite, ou peut-être que Gustave l'avait prévenu depuis l'au-delà. Vous êtes chez vous, petite, a-t-il dit doucement. Il m'a tendu un trousseau de clés en fer lourd, froid dans ma paume. Monsieur Gustave m'a dit de vous donner ceci le jour où vous viendriez seul, chassé par la tempête. Il m'a aussi tendu une enveloppe épaisse, qui sentait le vieux papier et le tabac à pipe amsterdamer que Gustave fumait en cachette. Allez vous reposer. Je monte la garde au portail. Personne n'entrera ce soir. Hassan était un roc. Sa présence a fait fondre le nœud dans ma poitrine. J'ai remonté l'allée, les graviers crissant sous mes pneus comme une bienvenue. Le manoir était froid et sentait le renfermer, mais c'était une odeur rassurante. C'était l'odeur du temps qui passe lentement, pas celle de l'argent rapide. Je n'ai pas pu dormir. J'ai allumé un feu dans la grande cheminée de la bibliothèque. Je me suis assise dans le fauteuil de Gustave, l'enveloppe sur mes genoux. Mes mains tremblaient en déchirant le seau de cire. Ce que j'allais lire n'était pas un simple message d'adieu. C'était la première pièce d'un puzzle qui allait changer toute ma compréhension de ma famille. La lettre était écrite de cette écriture tremblante que je connaissais si bien, celle des derniers mois. Ma chère Soline, si tu lis ceci, c'est que le dîner a eu lieu. Je suis désolée pour la douleur qu'ils t'ont causée. J'ai essayé de te protéger avec le testament, mais je sais que cela ne suffira pas à apaiser ton cœur. Tu es la gardienne du temps, ma petite. Tu sais que chaque mécanisme a un cœur. Cette maison aussi a un cœur, et il ne bat plus depuis longtemps. Trouve le cœur de la maison. Répare-le. Et tu trouveras le chemin vers la vérité que j'ai cachée pendant 50 ans. PS, regarde vers le nord. Je connaissais chaque recoin de cette bibliothèque. Le cœur de la maison. Gustave ne parlait jamais par métaphore sans une base concrète. Mon regard s'est posé sur l'imposante horloge comtoise dans le coin sombre de la pièce. Un chef-d'œuvre du 19e siècle, en merisier, avec un balancier en laiton ciselé. Elle était arrêtée à 10h10 depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Gustave interdisait à quiconque d'y toucher, même à moi. Elle est fatiguée, disait-il.
Je me suis levée, mon instinct professionnel prenant le dessus. J'ai ouvert la vitre du ventre de l'horloge. J'ai sorti ma lampe frontale et mes outils. Le mécanisme était bloqué, non pas par la rouille, mais par une cale en bois insérée délibérément dans l'échappement. Gustave l'avait arrêté volontairement. J'ai retiré la cale. J'ai huilé les pivots avec précision. Puis, j'ai donné une impulsion au balancier. Tic. Tac. Tic. Tac. Le son a rempli la pièce, lent et majestueux. Le cœur de la maison battait à nouveau. Mais il y avait autre chose. En bas de la caisse de l'horloge, là où les poids descendent, j'ai remarqué une irrégularité dans le bois. Une fausse latte. Avec mon petit tournevis, j'ai fait levier. Un déclic a retenti. Une cachette. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or. Il y avait un carnet de croquis botaniques, vieux et abîmé, et une carte topographique du domaine, dessinée à la main. Sur la carte, une zone au nord de la propriété, une forêt dense que je croyais impénétrable, était entourée à l'encre rouge. Il y avait une annotation, le sanctuaire de Z. Z? Je n'avais aucun Z dans la famille. Il était 4 heures du matin. La fatigue avait disparu, remplacée par une curiosité brûlante. Regarde vers le nord. J'ai attendu l'aube. Dès que les premiers rayons du soleil ont percé la brume de la Dordogne, j'ai enfilé mes bottes, pris la carte et je suis sorti. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que c'était la clé de tout. La forêt au nord de Valombré était sauvage. Les ronces s'accrochaient à mon jean, et les chênes centenaires formaient une voûte sombre au-dessus de ma tête. Il n'y avait pas de sentier, seulement des traces d'animaux, et peut-être, des traces de pas humains. Après 1 heure de marche difficile, suivant la carte de Gustave, je suis arrivé devant un mur de végétation. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que c'était une haie de charmilles tressée, entretenue avec soin, mais conçue pour paraître naturelle. J'ai trouvé un passage étroit. Je me suis glissé à travers. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Au milieu de cette forêt hostile s'ouvrait une clairière lumineuse. Un jardin magnifique, digne des plus beaux magazines, s'étalait là. Des rangées de plantes médicinales, des fleurs rares, des ruches bourdonnantes. Et au centre, une petite maison en pierre, un cottage aux volets bleus, avec de la fumée qui s'échappait de la cheminée. Une femme était à genoux dans la terre, dos à moi. Elle portait un vieux chapeau de paille et un grand tablier. Ses cheveux, tressés dans le dos, étaient d'un blanc pur. J'ai marché sur une brindille. Crac. La femme s'est retournée vivement. Elle ne paraissait pas effrayée, mais alerte. Elle avait les mêmes yeux bleus perçants que Gustave. Les mêmes pommettes saillantes. C'était comme voir le fantôme de mon grand-père, mais en version féminine. Je me demandais combien de temps tu mettrais, a-t-elle dit. Sa voix était claire, forte, sans le tremblement de l'âge. Qui êtes-vous, ai-je demandé, ma voix étranglée par le choc. Que faites-vous sur ma propriété? Elle s'est relevée, essuyant ses mains terreuses sur son tablier. Elle m'a souri, un sourire triste et bienveillant. Je suis Élie. Et techniquement, c'est ta propriété, oui. Mais c'est ma maison depuis 40 ans. Elle s'est approchée. Je suis la sœur de Gustave. Ta grand-tante. Le monde a vacillé autour de moi. C'est impossible. Maman a dit que la tante Zélie était morte quand elle était bébé. Il n'y a aucune photo de vous. Odile a dit ça? Zélie a eu un petit rire amer. Typique d'Odile. Elle efface ce qui la dérange. Non, ma petite Soline, je ne suis pas morte. J'ai juste été effacée. Elle m'a fait signe d'entrer. Viens. Le thé est prêt. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Des choses que Gustave ne pouvait pas écrire, même dans un testament. Je suis entrée dans le cottage. L'intérieur était un cabinet de curiosités, des herbiers séchés, des livres partout, et sur la cheminée, une seule photo encadrée, Gustave et Zélie, jeunes, riant aux éclats. J'ai compris à cet instant que l'héritage de Valombré n'était pas seulement une question de murs et de terre. C'était une question de secret. Et celui-ci était énorme. Assise dans le petit salon de Zélie, une tasse de tisane aux herbes du jardin entre les mains, j'ai écouté l'histoire secrète de ma famille.
Notre père, ton arrière-grand-père, était un tyran, a commencé Zélie. Il voulait que Gustave reprenne les affaires et que je fasse un beau mariage pour étendre nos terres. Mais moi, j'étais amoureuse d'un artiste. Un peintre sans le sou. Et je voulais étudier les plantes, pas organiser des bals. Elle a caressé le bord de sa tasse. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai refusé le mariage arrangé. J'ai menacé de partir avec mon peintre. Mon père m'a donné un ultimatum, rentrer dans le rang ou être morte pour la famille. J'ai choisi la liberté. Il m'a déshérité officiellement et a interdit à quiconque de prononcer mon nom. Et Gustave, ai-je demandé. Gustave était le seul à m'aimer. Il ne pouvait pas s'opposer à notre père ouvertement, il était trop jeune. Mais quand il a hérité de Valombré, la première chose qu'il a faite, c'est de construire ce cottage, ici, dans la forêt la plus reculée. Quand mon mari est mort, il y a 40 ans, je n'avais nulle part où aller. Gustave m'a ramené ici. Elle a souri, les yeux brillants. Il m'a caché ici. Odile ne venait jamais dans les bois, elle détestait la nature. Sidonie, n'en parlons pas. Pour elle, cette forêt n'existait pas. Pour Gustave, c'était notre sanctuaire. Il venait ici pour échapper aux cris d'Odile, à ses exigences d'argent. Ici, nous étions juste un frère et une sœur. Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Il voulait te protéger, Soline. Si Odile avait su que j'étais ici, elle m'aurait chassée. Elle m'aurait fait interner ou arrêter pour violation de propriété. Elle est cruelle quand son intérêt est menacé. Gustave savait que tu étais comme nous. Une âme calme. Il m'a dit, quand je ne serai plus là, Soline aura besoin de toi, et tu auras besoin d'elle. Elle te protégera. Les larmes coulaient sur mes joues. Gustave m'avait légué Valombré non pas pour que je devienne riche, mais pour que je devienne la gardienne de Zélie. J'étais la protectrice du secret. Alors, a dit Zélie en se redressant, retrouvant son énergie. Maintenant que tu sais, nous avons un problème. Ta sœur ne va pas abandonner. Si elle envoie des experts pour évaluer le terrain, ils trouveront ce cottage. Et s'ils me trouvent? Ils ne vous trouveront pas, ai-je dit avec une détermination nouvelle. Je viens de réparer le cœur de la maison. Je ne laisserai personne l'arrêter de nouveau. Mais je ne savais pas que la menace arrivait déjà, et elle venait du ciel. Le lendemain matin, le calme de Valombré a été brisé par un bourdonnement irritant, comme un essaim de frelons géants. Je suis sortie sur le perron. Au-dessus des toits d'ardoise, un drone noir et élégant planait. Il balayait la propriété, sa caméra braquée sur chaque fenêtre, chaque recoin du jardin. J'ai couru vers le portail. Une grosse voiture noire était garée de l'autre côté de la grille fermée. Sidonie était là, avec un homme en costume gris qui tenait la télécommande du drone. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié à travers les barreaux. « C'est une propriété privée. Tu n'as pas le droit. » Sidonie a retiré ses lunettes de soleil. Elle avait l'air fatiguée, cernée, mais ses yeux brûlaient d'une haine froide. « Je fais évaluer mon futur bien, Soline » a-t-elle crié pour couvrir le bruit du drone. Cet homme est un investisseur. Je lui montre le potentiel du terrain. Ce n'est pas ton bien. Le notaire a été clair. Le notaire est un vieux fou, a-t-elle répliqué. J'ai engagé un avocat, un vrai, à Paris. Nous allons contester le testament pour abus de faiblesse. Nous allons prouver que tu as isolé grand-père pour le forcer à te tout donner. Et en attendant, je documente tout. Si tu vends le moindre meuble, la moindre pierre, je t'envoie en prison. Le drone a viré brusquement et a filé vers le nord. Vers la forêt. Vers le cottage de Zélie. Mon sang s'est glacé. Si le drone filmait la maison cachée, la fumée de cheminée, le jardin entretenu. Sidonie saurait qu'il y a quelqu'un. Elle viendrait voir. Elle trouverait Zélie. Et elle utiliserait Élie comme preuve que Gustave n'était pas sain d'esprit, qu'il hébergeait des vagabonds. Rappelle-le, ai-je hurlé. Pourquoi? Tu caches quelque chose? Sidonie a souri, sentant ma panique. Allez voir vers les bois, là-bas, a-t-elle ordonné au pilote. Je devais agir. Vite. Je n'avais pas d'armes, pas de pierre assez grosse. J'ai couru vers la grange où Hassan gardait ses outils.
J'ai attrapé le vieux tuyau d'arrosage industriel à haute pression. J'ai ouvert la vanne à fond. Le jet d'eau était puissant, conçu pour nettoyer les tracteurs. Le drone est descendu un peu trop bas pour filmer les écuries. J'ai visé. Splash. Le jet a frappé les hélices de plein fouet. Le drone a vacillé, a tournoyé follement, et s'est écrasé avec un bruit de plastique cassé sur le toit des écuries. Le silence est retombé. Sidonie était livide. Tu as détruit un équipement à 3000 €. Je porte plainte. Tu vas le payer. Dégage, Sidonie, ai-je dit, trempée mais furieuse. Ou la prochaine fois, c'est toi que j'arrose. Elle est partie en crissant des pneus, mais je savais que ce n'était que le début. Elle allait revenir avec quelque chose de plus dangereux qu'un drone. Elle allait revenir avec la loi. 2 jours plus tard, la menace s'est matérialisée sous la forme d'une lettre recommandée apportée par un facteur à l'air désolé. C'était une ordonnance du tribunal. Sidonie avait réussi, grâce à ses relations, à obtenir une ordonnance pour un inventaire conservatoire. Elle prétendait que je risquais de dilapider le patrimoine, les « trésors cachés » de Gustave, avant le procès. Un huissier de justice allait venir le lendemain matin à 9 h. Il avait le droit de visiter chaque pièce, chaque dépendance, chaque recoin du domaine pour tout lister. Y compris la forêt. J'ai couru voir Zélie. Si l'huissier vous trouve, c'est fini, ai-je dit, paniqué. Vous n'avez pas de bail, pas de titre de propriété. Sidonie dira que vous êtes une squatteuse. Elle vous fera expulser immédiatement pour sécuriser le bien. Et elle utilisera votre existence pour prouver que Gustave était sénile et irresponsable. Zélie a pâli. À 82 ans, être arraché à sa maison serait une condamnation à mort. Je peux me cacher dans la cave le temps de la visite, a-t-elle suggéré. Non, il va tout inspecter. La maison elle-même ne figure pas sur le cadastre officiel. Si l'huissier voit une maison non déclarée, c'est un problème fiscal énorme. C'est une arme pour Sidonie. Nous devions rendre la maison invisible. Ou du moins, inaccessible. Mais comment cacher une maison en pierre en 24 heures? Hassan, qui écoutait en silence, a levé la main. La route d'accès forestière. Elle est vieille. Il y a ce vieux chêne, celui qui est mort l'hiver dernier, juste à l'entrée du sentier qui mène au cottage. J'ai compris. Si l'arbre tombe. La route est bloquée, a fini Hassan. L'huissier est un homme de ville. Il ne va pas escalader un chêne géant et marcher 2 kilomètres dans la boue et les ronces. Il notera zone inaccessible et passera à autre chose. C'était risqué. Mais c'était notre seule chance. Et pour la maison principale, a demandé Zélie. Ils vont fouiller tes affaires. Ils chercheront des preuves contre toi. J'ai regardé mes mains d'horlogère. J'ai pensé à la psychologie de Sidonie et des gens qu'elle employait. Ils aiment le propre, le net, le rapide. Ils détestent le désordre complexe. Je vais leur préparer un accueil qu'ils n'oublieront pas, ai-je dit. On appelle ça l'opération Sablier. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Hassan est parti avec sa tronçonneuse vers le vieux chêne. Moi, j'ai vidé mon atelier. À 9 h précises, la voiture de l'huissier s'est arrêtée devant le portail. C'était un homme petit, nerveux, qui regardait sa montre toutes les 30 secondes. Il était accompagné de Sidonie, qui avait insisté pour être présente, bien que restée à l'extérieur selon la loi, elle attendait dans la voiture comme un vautour. J'ai ouvert la porte. Bonjour maître. Entrez. L'huissier a fait un pas dans le grand hall et s'est figé. Le sol était couvert de pièces. Des milliers de pièces. J'avais démonté toutes les horloges que j'avais en attente de restauration. J'avais étalé des ressorts, des rouages, des vis minuscules, des balanciers, des cadrans émaillés sur chaque surface plane, les tables, les chaises et même le sol, ne laissant qu'un étroit chemin pour marcher. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, horrifié. « Je suis en plein inventaire professionnel, maître, ai-je menti avec aplomb. Je nettoie tout. Attention où vous mettez les pieds, certaines de ces vis valent plus cher que votre costume. Si vous marchez dessus, je devrais vous facturer. » L'huissier a commencé à suer. Il devait traverser ce champ de mines mécaniques pour inspecter les pièces.
Il avançait à pas de fourmi, terrifié à l'idée de casser quelque chose. L'inspection qui devait durer 2 heures en a pris 4. Il était épuisé, les yeux rivés au sol, incapable de fouiller les armoires ou de chercher des documents secrets, trop occupé à ne pas écraser un ressort du XVIIIe siècle. À midi, il a voulu voir les dépendances. La forêt au nord, a-t-il dit en consultant le plan que Sidonie lui avait donné, basé sur le cadastre, heureusement sans le cotage. Hassan l'a conduit en jeep jusqu'à l'orée du bois. Là, un immense chêne barrait la route, ses racines arrachées, avec un petit coup de pouce d'Hassan et de son treuil, bloquant totalement le passage. Tempête de la nuit dernière, a dit Hassan, impassible. C'est impraticable. Très dangereux. Des vipères aussi. L'huissier, déjà à bout de nerfs à cause de mon champ de pièces, a regardé la forêt dense, la boue et l'arbre géant. Il a regardé ses chaussures italiennes immaculées. Bon. Notez, zone boisée inaccessible. Pas de construction visible. Il a fait demi-tour. Nous avions gagné du temps. Sidonie était furieuse quand l'huissier est ressorti sans rien de compromettant, se plaignant du bordel innommable à l'intérieur. Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Sidonie allait revenir. Et la prochaine fois, elle ne s'attaquerait pas aux objets. Elle s'attaquerait aux personnes. C'est alors qu'une voiture que je ne pensais plus jamais revoir s'est arrêtée devant le portail. Une vieille Peugeot grise. Mon père. Je suis sortie, méfiante. Mon père, Fabrice, est sorti de sa voiture. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Il tenait une mallette en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne veux pas te voir, papa », ai-je dit froidement. « Si tu viens pour me demander de signer, tu peux repartir. »« Non », a-t-il dit, sa voix cassée. « Je ne viens pas pour Odile. Je ne viens pas pour Sidonie. Je viens pour te demander pardon. » Il s'est approché de la grille, mais n'a pas osé demander à entrer. Il m'a parlé à travers les barreaux, comme un prisonnier confessant ses crimes. J'ai été un lâche, Soline. Toute ma vie. J'ai laissé ta mère te traiter comme une servante parce que c'était plus facile que de la contredire. J'ai laissé Sidonie te mépriser parce que son succès flattait mon ego. Mais la gifle. Il a eu un sanglot. Quand elle t'a frappé, et que je n'ai rien fait, je ne peux plus me regarder dans une glace. Il a glissé la mallette à travers les barreaux. Qu'est-ce que c'est ? La vérité, a-t-il dit. Sidonie a des dettes énormes. Elle a hypothéqué son appartement. Mais pire, elle a imité ma signature pour obtenir un prêt bancaire l'année dernière. 200 000 €. Elle n'a jamais remboursé. La banque menace de saisir notre maison à Bordeaux. J'ai ouvert le dossier. Les preuves étaient là. Faux et usage de faux. Escroquerie bancaire. Abus de faiblesse sur ses propres parents. Pourquoi tu me donnes ça ? Si je l'utilise, elle va en prison. Fabrice a levé les yeux vers moi, et j'ai vu pour la première fois une lueur de courage dans son regard délavé. Parce qu'elle veut te détruire, Soline. Elle ne s'arrêtera pas. Odile la soutient aveuglément, elle refuse de croire que Sidonie est une escroc. Mais moi, je sais. Utilise ça pour te protéger. C'est la seule arme que je peux te donner. Il a marqué une pause, puis a ajouté « Et, dis bonjour à Zélie pour moi. » Je me suis figée. Tu savais ? Gustave me l'avait dit, il y a longtemps. Il m'a fait jurer de ne jamais le dire à Odile. C'était mon seul acte de rébellion en 40 ans de mariage. J'ai gardé le secret. J'ai ouvert la grille. J'ai pris mon père dans mes bras. Il sentait le vieux parfum et le regret. Avec ce dossier, j'avais de quoi contre-attaquer. Mais je ne voulais pas seulement gagner. Je voulais que ça s'arrête définitivement. Le soir même, en fouillant dans une vieille veste de Gustave pour chercher du réconfort, mes doigts ont touché quelque chose de froid et rond dans la poche intérieure. Sa montre à gousset. Celle qu'il portait toujours. Je l'ai sortie. C'était une pièce magnifique. Mais en l'ouvrant pour vérifier le mécanisme, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Ce n'était pas un mouvement standard. Il y avait un petit module ajouté, une modification artisanale que Gustave avait dû faire installer par un ami ingénieur.
C'était un enregistreur vocal miniaturisé. Gustave aimait enregistrer ses pensées quand il ne pouvait plus écrire. J'ai appuyé sur lecture. La dernière piste datait de 2 jours avant sa mort. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang, puis m'a fait sourire d'un sourire terrible. J'avais la balle en argent pour tuer le monstre. La voix de Gustave était faible, sifflante. Sidonie, s'il te plaît, je suis fatiguée. Puis, la voix de Sidonie, claire, impatiente, cruelle. Arrête ton cinéma, grand-père. Signe ce chèque. J'en ai besoin pour couvrir le prêt avant que papa ne découvre. Non, c'est fini, je ne te donnerai plus rien. Tu as tout dilapidé. Bruit de papier froissé. Bruit de quelque chose qui tombe, une canne. La voix de Sidonie est devenue un sifflement haineux. Tu es un vieux débris inutile. Tu sais quoi? Vivement que tu crèves. Dès que tu seras mort, je vends ta baraque pourrie, je rase ta forêt, et je mets maman en maison de retraite. Tu crois que Soline aura quelque chose? Je vais l'écraser. Elle n'aura rien. Rien. Puis, le bruit d'une porte qui claque. Et le son déchirant de Gustave qui pleure doucement, seul. J'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient, mais pas de peur cette fois. De colère pure. Sidonie n'avait pas seulement volé, elle avait abusé verbalement d'un homme mourant. En droit français, cela s'appelle l'indignité successorale. Si un juge entendait ça, Sidonie serait non seulement déshéritée, mais pourrait être poursuivie au pénal. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Vernier. Soline, l'avocat de votre sœur vient d'appeler. Il propose une réunion de la dernière chance à Bordeaux demain. Il menace de déposer plainte pour abus de faiblesse contre vous si vous ne venez pas négocier. J'ai regardé la montre à gousset dans ma main. J'ai regardé le dossier que mon père m'avait donné. Acceptez, maître, ai-je dit. Dites-leur que je viens. Et dites-leur de préparer leur mouchoir. J'ai passé la nuit à préparer mes preuves. J'ai nettoyé la montre de Gustave jusqu'à ce qu'elle brille comme une étoile. Le lendemain, j'ai pris la route pour Bordeaux. Je n'étais plus la petite horlogère fuyant dans la nuit. J'étais l'exécutrice testamentaire. J'étais la Némésie. Le bureau de l'avocat de Sidonie était situé dans un immeuble de verre et d'acier, froid et intimidant. Tout était conçu pour faire sentir au petit peuple qu'il était insignifiant. Je suis entrée dans la salle de conférence avec Maître Vernier. Sidonie et Odile étaient déjà là, assises de l'autre côté d'une table en acajou longue comme un jour sans pain. Sidonie avait l'air triomphante. Elle pensait que ma venue signifiait que j'avais peur, que j'étais prête à plier. Odile me regardait avec ce mélange habituel de déception et de reproche. Bien, a commencé l'avocat de Sidonie, un homme arrogant au costume trop brillant. Nous sommes ici pour éviter un scandale public qui entacherait la mémoire de monsieur Gustave. Ma cliente est prête à être généreuse. Si mademoiselle Soline accepte de vendre le domaine et de partager le fruit de la vente à 50-50e, nous retirons la plainte pour abus de faiblesse. Il n'y aura pas de partage, ai-je dit calmement. Sidonie a frappé du poing sur la table. Tu ne comprends pas, idiote? On a des témoignages. On a l'infirmière qui dira que grand-père ne savait plus qui tu étais. On va te détruire. Ma mère a ajouté, jouant la carte affective, Soline, sois raisonnable. Ta sœur a des problèmes financiers temporaires. C'est la famille. On doit s'entraider. Tu ne vas pas laisser ta sœur couler alors que tu as ce château inutile? J'ai regardé ma mère. Tu sais pourquoi elle a des problèmes, maman? Parce qu'elle a volé papa. J'ai sorti le dossier de Fabrice et je l'ai fait glisser sur la table. Odile a ouvert le dossier. Elle a vu les fausses signatures. Elle a vu les lettres de relance de la banque. Elle a blêmi. C'est faux, a balbutié Sidonie. Papa ment. Il est sénile aussi. Et ça, ai-je demandé en posant la montre à gousset au centre de la table. Est-ce que la voix de grand-père est fausse aussi? J'ai appuyé sur lecture. La voix de Sidonie a rempli la salle silencieuse. Vivement que tu crèves. Je rase ta forêt. Je mets maman en maison de retraite. Les visages se sont décomposés.
L'avocat de Sidonie a reculé sur sa chaise, comprenant instantanément qu'il défendait une cause perdue. Odile a porté la main à sa bouche, choquée par la phrase sur la maison de retraite. Elle qui pensait être la complice de Sidonie, elle découvrait qu'elle n'était qu'un fardeau futur. C'est de l'indignité successorale, a précisé Maître Vernier. Avec cet enregistrement, Sidonie, vous ne risquez pas seulement de perdre l'héritage. Vous risquez la prison pour harcèlement moral sur personne vulnérable. Sidonie s'est effondrée sur sa chaise, en larmes. Pas des larmes de remords. Des larmes de terreur. Le silence dans la pièce était lourd, mais cette fois, c'était moi qui contrôlais la gravité. Sidonie pleurnichait. « S'il te plaît, Soline. Je suis ruinée. Si ça sort, je perds ma licence d'agent immobilier. Je perds tout. » Ma mère, brisée par la révélation de la trahison de sa fille préférée, ne disait plus rien. Elle regardait Sidonie comme si elle voyait un étranger. J'avais le pouvoir absolu. Je pouvais appuyer sur le bouton nucléaire. Je pouvais les détruire, les laisser sans le sou, humilier publiquement. Une partie de moi le voulait. La partie qui avait reçu la gifle. Mais j'ai pensé à Zélie. J'ai pensé à Gustave. J'ai pensé à la paix de Valombré. La vengeance est un engrenage qui ne s'arrête jamais tant qu'il n'a pas tout broyé. Je voulais arrêter la machine. Je ne vais pas porter plainte, ai-je dit. Sidonie a relevé la tête, incrédule. À 3 conditions, ai-je poursuivi, ma voix tranchante comme du verre. Premièrement, Sidonie, tu renonces officiellement et définitivement à toute prétention sur Valombré et sur l'héritage. Tu signes ce papier maintenant. Maître Vernier a sorti le document qu'il avait préparé. Deuxièmement, tu ne mettras plus jamais les pieds au domaine. Si je te vois, si j'aperçois un de tes drones, si je reçois un seul message d'insulte, je donne l'enregistrement à la police et le dossier de fraude à ta banque. Sidonie a hoché la tête frénétiquement. D'accord. D'accord. Et troisièmement, je me suis tournée vers ma mère. Maman, papa a décidé de venir vivre quelques mois à Valombré pour pêcher et se reposer. Tu vas le laisser partir sans faire de scandale. Tu vas vivre avec ta rente, qui est généreuse, et tu vas réfléchir à la façon dont tu as traité tes 2 filles. L'une que tu as pourri gâter jusqu'à en faire un monstre, et l'autre que tu as ignorée. Odile a baissé les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de réplique cinglante. Sidonie a signé le document avec une main tremblante. Elle n'était plus le soleil. Elle n'était plus qu'une étoile éteinte, effondrée sur elle-même. J'ai repris la montre de Gustave. Je l'ai remise dans ma poche. La réunion est terminée, ai-je dit. Je suis sortie de l'immeuble. L'air de Bordeaux n'avait jamais semblé aussi frais. Je n'avais pas seulement gagné un héritage. J'avais gagné ma liberté. 6 mois ont passé. L'automne est arrivé sur le Périgord noir, peignant les forêts de Valombré en or et en roux. Le domaine a changé, ou plutôt, il est redevenu lui-même. J'ai installé mon atelier d'horlogerie dans l'ancienne orangerie, face au jardin. La lumière y est parfaite. Les clients m'envoient leurs montres de toute la France. Ils aiment l'idée que leurs objets précieux soient réparés dans ce lieu hors du temps, par la dame de Valombré. Zélie n'est plus une clandestine. Maintenant que les menaces juridiques sont écartées, elle vient souvent prendre le thé à la grande maison. Nous avons expliqué aux voisins qu'elle était une tante éloignée revenue de voyage. Personne ne pose de questions. Elle m'apprend les noms des plantes et je lui apprends comment le temps fonctionne. Mon père, Fabrice, passe ses semaines ici. Il a l'air 10 ans plus jeune. Il a aidé Hassan à réparer le toit de la grange. Loin de l'emprise toxique d'Odile, il redécouvre qui il est. Il m'a même demandé pardon une nouvelle fois, pas avec des mots, mais en me fabriquant une magnifique étagère pour mes outils. Quant à Odile et Sidonie, elles sont loin. Sidonie a dû vendre son appartement et sa grosse voiture pour payer ses dettes. Elle travaille maintenant dans une petite agence de location en banlieue. C'est une leçon d'humilité que la vie lui a imposée. Maman m'envoie parfois des cartes postales formelles. Je ne réponds pas. Pas encore. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres. Hier, j'ai fini de restaurer la grande horloge comtoise de la bibliothèque. Celle qui cachait le secret. J'ai relancé le balancier.
Son tic-tac régulier est comme le battement de cœur de la maison. Il ne marque pas le temps perdu. Il marque le temps retrouvé. Je suis assise sur le perron, regardant le soleil se coucher sur les collines. J'ai la montre de Gustave dans la main. Je ne l'ai pas effacée. Je garde l'enregistrement, non pas comme une arme, mais comme un rappel. Un rappel que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté et l'amour. Un rappel que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force qui attend son heure. Et surtout, un rappel que la vérité finit toujours par remonter à la surface, comme l'huile dans un mécanisme bien huilé. On a voulu me faire croire que je n'étais rien parce que je ne brillais pas. Mais les étoiles qui brillent le plus fort sont souvent celles qui brûlent le plus vite et s'éteignent. Moi, je suis comme le temps. Je suis patiente. Je suis constante. Et à la fin, c'est toujours le temps qui gagne. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Si vous avez aimé voir la justice triompher, laissez un j'aime sur cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine fois, je vous raconterai peut-être l'histoire de la montre maudite que j'ai trouvée dans le grenier. Qui sait? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de courage face à sa famille. Merci de m'avoir écouté.